De transitieperiode is stilletjes aan over. Autoriteiten gaan nu meer actief de compliance beginnen te controleren. En dat zien we ook effectief in de praktijk als we kijken naar de cijfers van de boetes die worden opgelegd door de Belgische autoriteit. Jullie zien dat de bedragen nog heel laag waren in 2019, maar dat er sinds 2020, sinds dit jaar, al 3 boetes werden opgelegd van meer van €50.000 en heel recent een boete van €600.000. Dus dit is zeker een trend die we in aanmerking moeten nemen. En vandaar dat wij willen spreken vandaag over de guidance. Want een van de taken van de autoriteiten is natuurlijk om een beter begrip van de GDPR te bevorderen, om ervoor te zorgen dat een consistente aanpak kan gebeuren van deze regelgeving. Nu, er is nog wat werk aan de winkel in dit verband, want cijfers tonen dat de Belgische autoriteit weinig bekend is. Enkel 44% van de Belgen hebben al gehoord van de autoriteit. De gemiddelde is 71% in Europa, dus dat is vrij slecht. En we zien ook dat het budget van de autoriteit niet veel verhoogd is geweest sinds 2016. En dat is eigenlijk de laagste verhoging in vergelijking met de andere Europese autoriteiten. En dit verklaart misschien ook waarom de guidance van de Belgische autoriteit niet zoveel bekend wordt in België. Nu, de recente richtlijnen van de EDPB van dit jaar zijn de volgende. Wat wij gaan bespreken vandaag is het arrest van het Hof van Justitie over de transfers buiten de Europese Unie, waarover de EDPB een FAQ heeft geschreven. Wij gaan ook spreken over COVID-19 en meer bijzonder de tracing tools. En we gaan spreken over connected vehicles. En hier zien jullie de recente guidelines van dit jaar van de Belgische autoriteit. En in die lijst gaan we spreken over COVID uiteraard en de aanbeveling over direct marketing. Dit is dus het programma voor het uurtje die wij nu gaan hebben. En ik begin meteen met het eerste onderwerp, namelijk contact tracing. Et je passe à présent en français. Une partie de la présentation sera donnée en français et une autre partie en néerlandais. Alors, au sujet des tracing apps, vous savez tous qu'elles sont potentiellement très intrusives dans la vie privée. Et vous savez que d'autre part, elles sont essentielles pour la stratégie de sortie du confinement. Et vous savez, je crois tous comment ça fonctionne. Le but de cette application est de permettre que les contacts d'une personne qui est contaminée par le Covid puissent immédiatement s'isoler dès qu'ils apprennent qu'ils ont été en contact avec une personne qui a des symptômes. Et donc, il ne faut pas attendre que chacun ait des symptômes pour s'isoler, et ainsi on est capable de rompre la chaîne des transmissions du virus de façon très efficace. Donc c'est un aspect essentiel, et l'EDPB, le European Data Protection Board, nous dit que selon eux, le RGPD est un cadre légal tout à fait approprié pour freiner la propagation du virus, tout en maintenant des standards élevés en matière de vie privée. Plus concrètement, je vais aborder avec vous les différents points qui ressortent des lignes directrices de l'EDPB sur ces tracing apps. Et le premier concerne le principe très important de limitation des finalités. Le but de ces applis, qu'on appelle contact tracing,
C'est en fait une mauvaise terminologie. Le but, fondamentalement, c'est de notifier à des personnes qu'elles ont été en contact avec des personnes contaminées. Donc, c'est plutôt une notification d'exposition que un tracing, en l'occurrence. Et les DPB nous expliquent que ces applications doivent être tout à fait limitées à cette finalité et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour également contrôler le respect des mesures de confinement ou contrôler le respect des règles de distanciation sociale. Ça, c'est un premier principe. Deuxième principe, ces applications ne peuvent être utilisées que sur une base volontaire. Ensuite, il faut, selon les DPB, utiliser des identifiants pseudonymisés et qui sont renouvelés de façon régulière, de façon à éviter le risque, limiter le risque d'identification des personnes qui utilisent les applications. Ensuite, les applications doivent minimiser les données qu'elles traitent et à ce titre se contenter de traiter des données de proximité plutôt que des données de localisation. Dans la mesure où il faut savoir quels ont été les contacts, il est suffisant par exemple d'utiliser le Bluetooth pour détecter que deux téléphones se sont trouvés à une distance inférieure à 1,50 m pendant une certaine période. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'utiliser la géolocalisation. Et donc, il est plus approprié de se limiter à une technologie Bluetooth qui se contente d'enregistrer la proximité. Ensuite, il faut utiliser des techniques de cryptage tant dans l'enregistrement des données qu'au niveau de leur transfert. Et il faut avoir des politiques de conservation qui font en sorte que la durée de conservation est limitée à ce qui est strictement nécessaire. Et en l'occurrence, comme il s'agit du Covid-19 dont la durée d'incubation est de 15 jours, il ne sera pas justifié de conserver les données de contact au-delà de cette période de 15 jours. Et alors, à l'issue, une fois que le besoin de cette application disparaît, si la pandémie, par exemple, est sous contrôle, il faut avoir la possibilité de désactiver purement et simplement l'application et de supprimer toutes les données sans pouvoir faire une réutilisation des données qui ont été collectées. Le DPB nous explique aussi que toutes les applis de suivi doivent faire l'objet nécessairement d'une analyse d'impact, plus connue en anglais sous le nom d'EPIA, parce que c'est un traitement de données sensibles relatives à la santé, parce que c'est un traitement à une grande échelle et parce que ça inclut une nouvelle technologie. Le DPB demande également que le code source de toutes ces applis soit publié pour qu'il puisse faire l'objet d'un contrôle et de faire l'objet de débats. Et il demande que l'évaluation de ces applications puisse être évaluée régulièrement de façon à ce que on arrête d'utiliser ces applications s'il s'avère plus strictement nécessaire dans la lutte contre la propagation du virus. Et enfin, comme le virus ne connaît pas de frontières, ces applications doivent être interopérables de façon à ce qu'un Européen puisse être couvert par les applications nationales des différents États membres. Alors, sur base de tous ces critères qui ont été définis par le DPB, il y a deux types de protocoles techniques qui ont été développés. Un type centralisé et un type décentralisé. Le DPB nous dit qu'ils ont une préférence pour le protocole décentralisé, mais il ne nie pas qu'un protocole centralisé puisse être justifié dans certains cas. L'exemple centralisé dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Et c'est sur base de ce modèle que l'application française de suivi des contacts a été développée. Et dans le modèle décentralisé, il y a le Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, qui a été développé par des chercheurs européens de plusieurs universités, dont notamment la KUL en Belgique. Et il y a un système qui s'inspire fort de celui-ci, c'est le Exposure Notification Service, qui a été développé conjointement par Google et Apple, et qui fonctionne plus ou moins selon les mêmes règles. Et donc, ce qu'on observe dans l'Union européenne, c'est que les applications qui sont développées suivent principalement le modèle décentralisé. C'est le cas de la Suisse, des Pays-Bas, de l'Autriche, de l'Allemagne, et également le cas de l'application belge qui est actuellement en cours de développement.
Et on en vient donc maintenant au contact tracing, donc au suivi de contact tel qu'il est mis en œuvre en Belgique, pas simplement au niveau digital, mais aussi au niveau du tracing purement manuel. Beaucoup d'entre vous savent que depuis le début de la pandémie, une base de données a été créée sous l'égide de Cienzano, qui est l'Institut de santé publique. Cette base de données, dès le début, donc, a repris toutes les données concernant les hospitalisations, les contaminations et les décès liés au Covid, sans qu'il n'y ait une base légale en réalité. Ce n'est qu'a posteriori qu'un arrêté royal a conféré une base légale à cette base de données. Et puis on a prolongé les effets de cet arrêté royal par un deuxième arrêté royal. Et ce deuxième arrêté royal, il est encore valable jusqu'en octobre cette année. Et donc maintenant, il y a un projet d'accord de coopération entre l'État fédéral et les régions et communautés, parce qu'il faut savoir que le suivi des contacts en Belgique est une compétence partagée, ce qui complique la situation. Mais donc les entités fédérales et fédérées doivent s'entendre sur ce sujet. Et il y a un projet d'accord de coopération qui va maintenant bétonner le cadre légal du suivi tant manuel des contacts que digital via une appli de suivi. Et donc à ce jour, si le suivi n'a lieu que manuellement, comme vous le savez, via des centres de contact, à partir de septembre, l'appli de suivi commencera à être testée dans notre pays. Et alors, pour vous donner une idée de l'infrastructure sous-jacente à ce suivi des contacts en Belgique, voici à quoi ça ressemble. Il s'agit en fait de 5 bases de données différentes qui ont été créées pour permettre ces opérations de suivi. Au centre, il y a une base de données source qui est connectée à la banque Carrefour de la Sécurité sociale, qui est connectée également à la plateforme e-santé, e-health. Et donc, ainsi que des tas de données au sujet de vous et de moi-même arrivent dans cette base de données centrale, et puis peuvent, à partir de là, voyager vers d'autres bases de données qui vont avoir un usage plus précis, comme la base de données de recherche que vous voyez en haut, et la base de données des centres de contact que vous voyez à droite. Alors, tout l'aspect, les bases de données que vous voyez indiquées ici en vert sont gérées par Cienzano, au niveau fédéral donc, et les bases de données que vous voyez en bleu, et notamment celles des centres de contact, elles sont gérées par les agences de santé publique des États fédérés, donc en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et en communauté germanophone. Il y a tout un flux de données qui est organisé entre ces bases de données. Et alors, enfin, il y a une base de données séparée que vous voyez ici en rouge, qui a été créée spécifiquement pour l'application digitale de suivi. Et alors, l'implémentation de toutes ces bases de données, ces logiciels et ces flux de données, elle est gérée par Smalls, qui est en fait le fournisseur de services e-government pour la plupart des entités publiques en Belgique. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce qu'en fait, ça pose beaucoup de questions. Cette galaxie de flux de données et cette centralisation d'informations est un peu inquiétante, franchement. La base légale qui organise tout ça n'émane pas du Parlement, mais uniquement des gouvernements. Il y a d'abord eu des arrêtés royaux et puis dernièrement un accord de coopération entre gouvernements. Mais donc le Parlement a été évité ici. En outre, il y a des problèmes de conflit d'intérêts, parce qu'on a remarqué que plusieurs membres de l'autorité de protection des données ont également participé à la task force du gouvernement fédéral Data Against Corona, ce qui met un peu en péril l'indépendance de l'autorité qui est censée garder son indépendance par rapport à l'organisation de ces traitements. Et en outre, il y a un membre du Centre de connaissances de l'autorité de protection des données qui est également à la tête de la SMALS, qui est l'entreprise qui va devoir mettre en œuvre toutes ces bases de données et tous ces flux.
et qui est en plus à la tête, en même temps, de la Banque Carrefour, de la Sécurité sociale et de la plateforme e-santé, ce qui fait qu'on a des personnes qui se retrouvent impliquées dans cette galaxie avec de multiples casquettes. Alors, du coup, l'autorité belge a quand même émis une voix assez critique par rapport à tous les projets qui ont consacré ce suivi des contacts. Et il y a eu sept avis de l'autorité sur le sujet. Et le dernier avis concerne le projet d'accord de coopération, et je vais pouvoir vous en dire plus à présent. Concernant ce projet d'accord de coopération, l'autorité considère qu'il n'est pas suffisamment clair, précis et prévisible sur une série de points, et notamment en ce qui concerne l'organisation de visites physiques chez les personnes suspectées d'avoir été contaminées. Donc c'est une compétence qui serait laissée au service des centres de contact, de se rendre physiquement chez certaines personnes, mais l'accord de coopération ne dit pas quand ça pourrait avoir lieu, ou comment est-ce que ces visites seraient organisées. Est-ce qu'il faudrait prendre un contact préalable par téléphone avec les personnes concernées? On ne sait pas non plus si ces visites seraient obligatoires pour les personnes concernées ou si elles pourraient les refuser. On ne sait pas non plus quelles données pourraient être collectées lors de ces visites. Donc, il y a un grand flou qui règne encore à ce sujet. Ensuite, une autre grande remarque de l'autorité concerne les personnes visées par le suivi. Donc, on sait tous que le but est de suivre les contacts d'une personne qui a été contaminée, mais l'accord de coopération laisse transparaître qu'on pourrait suivre non seulement les contacts d'une personne contaminée, mais également les contacts des contacts. Ce qui veut dire que même un contact d'une personne contaminée qui n'a pas encore été testé, et dont on ne sait pas si lui est contaminé, on pourrait également aller s'intéresser à tous les contacts de cette personne, ce qui multiplie le scope de ce suivi et qui n'est a priori pas nécessairement justifié dans la mesure où aujourd'hui on a une capacité de testing pour éviter de devoir tester sur base d'aller suivre les gens sur base de simples présuppositions. L'autorité dit qu'il faudrait également mettre en place un secret professionnel pour les personnes qui travaillent dans les contact centers. L'autorité se pose la question de savoir si le médecin de la personne concernée peut être tenu au courant de la contamination, ou est-ce que la personne devrait au contraire avoir le droit de s'y opposer. L'autorité a également une remarque sur les transferts des données qui se retrouvent dans toutes les bases de données que je vous ai présentées à des tiers, et au rôle du comité de sécurité de l'information dans ce cadre. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de définition dans l'accord de coopération des personnes à qui ces données pourraient être transférées. Et ce rôle essentiel de déterminer qui pourrait avoir accès à ces informations se retrouve maintenant délégué au comité de sécurité de l'information, qui, selon l'autorité, ne devrait pas pouvoir déterminer qui doivent être les destinataires, mais devrait tout au plus pouvoir déterminer les modalités d'un transfert. L'autorité demande également que des sanctions soient imposées à toutes les personnes qui imposeraient l'utilisation de l'appli de suivi, sachant que son utilisation doit toujours rester volontaire. Et l'autorité demande également de publier non seulement l'analyse d'impact que doit faire le responsable du traitement, mais aussi les remarques que l'autorité va faire suite à cette analyse d'impact. Donc, j'ai fini le premier sujet que je voulais parcourir avec vous. En nu ga ik overgaan tot het tweede onderwerp, namelijk direct marketing. En meer in het bijzonder over een aanbeveling van de GBA daarover. De meesten onder jullie kennen de algemene principes dat marketing via elektronische middelen enkel kan gebeuren op basis van toestemming. Dus meestal zal dit de wettelijke basis zijn, maar weet wel dat er een uitzondering is. Als het over marketing gaat aan bestaande klanten en als de marketing gelijkaardige diensten betreft, dan kan men zich beroepen op een soft opt-in
of een opt-out. En is er dus een uitzondering op het principe van de toestemming. Maar in de andere gevallen herinnert de GBA ons dat het ook mogelijk is om direct marketing te doen op basis van gerechtvaardigd belang. Maar er is wel een beperking daaraan. Als een onderneming eerst kiest om marketing te sturen op basis van de toestemming van de betrokkenen, en als die toestemming wordt geweigerd, of als die teruggetrokken is, dan kan men niet meer daarna zich beroepen op gerechtvaardigd belang, want dat zou misleidend zijn voor de betrokkenen. De GBA heeft in de aanbeveling ook verduidelijkt dat de beschrijving van de doeleinden van marketing eigenlijk nauwkeurig moet gebeuren. Als men zegt, we gaan uw gegevens verwerken voor direct marketing in het algemeen, zal dat in de meeste gevallen niet voldoende zijn. Volgens de GBA zou men eerder moeten zeggen, bijvoorbeeld, wij gaan jullie informeren, wij gaan onze cliënten informeren over nieuwe producten of diensten, of wij gaan gegevens doorsturen aan derden om kiezersprofielen aan te maken, of wij gaan gepersonaliseerde offertes doen voor verjaardagen van onze cliënten. Dus het moet echt specifiek zijn en de GBA voegt daaraan toe dat men ook moet verduidelijken wat de communicatiemiddelen zullen zijn die gebruikt worden. Is het via e-mail, is het via sms? Dat moet ook heel duidelijk zijn. Ook de regelmaat waarin de marketingberichten worden gestuurd, moet beschreven worden in de informatie aan de betrokkenen. Dan heeft de GBA de principes in zaken overdracht van gegevens aan databrokers ook verduidelijkt. Als een onderneming van plan is om gegevens van zijn klanten over te dragen aan zogenaamde brokers, dan moet uiteraard transparante informatie worden verleend over deze overdracht, namelijk wie de ontvanger is, welke zijn de activiteiten van die ontvanger of de type diensten die die ontvanger aanbiedt, en wat zijn de exacte doeleinden van die aanbieder. Bijvoorbeeld, is het matching van gegevens, is het verrijking van gegevens, om daarna die gegevens door te sturen aan onderneming in een bepaalde sector die targeted e-mail zal kunnen sturen aan de betrokkenen. Dit moet heel duidelijk worden verduidelijkt. En de controller moet ook zelf consent, toestemming hebben van de betrokkenen voordat hij deze informatie overdraagt aan de databrokers. En dan, als een controller gegevens wil krijgen van brokers, dan is er volgens de GBA een data protection due diligence plicht die van toepassing is. Dus volgens de GBA is het de verantwoordelijkheid van de controller die beroep doet op brokers om echt te gaan controleren hoe de gegevens werden verzameld, rechtstreeks of onrechtstreeks. Wie heeft die verzameld, in welke context? Heb ik een bewijs dat de toestemming correct werd bekomen? Heb ik kunnen checken hoe de betrokkenen geïnformeerd werden? Was die informatie voldoende transparant? En uiteraard moet de verantwoordelijke voor de verwerking ook de betrokkenen informeren en dit ten laatste in de eerste communicatie die hij heeft met de betrokkenen. Weet dat er in het Verenigd Koninkrijk een sanctie werd opgelegd door de Britse ICO, dus de Britse autoriteit gegevensbescherming, op een controller die data protection due diligence plicht niet had nageleefd. Dus dit zou wel onze Belgische autoriteit kunnen inspireren
om ook sancties toe te passen. En ik laat nu het woord aan Sophie. Merci Louis. Alors, je vais vous parler de la décision qui a été publiée maintenant il y a plus de 2 mois de la Cour de justice Schrems 2. C'est une décision qui date du 16 juin 2020 et qui parle en réalité, c'est une décision où la Cour de justice s'est prononcée sur la validité de 2 mécanismes de protection des données qui permettaient le transfert de données à caractère personnel de l'Union européenne vers des pays tiers. Ces 2 mécanismes étant les clauses contractuelles types qui pouvaient donc être utilisées pour tous les pays tiers et le Privacy Shield qui était spécifique pour les États-Unis. C'est une décision qui opposait, une affaire qui opposait l'autorité de protection des données irlandaise à M. Schrems, qui est un activiste de la protection des données, et Facebook. Alors, pour un petit peu avoir l'historique de cette affaire, l'affaire commence quand M. Schrems, à l'époque étudiant autrichien, s'est interrogé en réalité sur le respect de la protection de ses droits fondamentaux lorsque Facebook Irlande transférait ses données à caractère personnel vers les États-Unis, lui doutait en fait du respect de ses droits fondamentaux en tant que citoyen européen qui a droit à une vie privée. Il s'en est plaint à l'autorité de protection des données irlandaise. L'affaire est allée jusqu'à la Cour de justice qui, à l'époque, a rendu le jugement Schrems 1, c'était en 2015, et a invalidé le Safe Harbor, qui était l'ancêtre donc du Privacy Shield, l'outil à l'époque qui permettait ces transferts internationaux. Après l'invalidation de ce Safe Harbor, l'affaire est revenue devant l'autorité de protection des données irlandaise, qui cette fois a dû s'interroger sur la validité des clauses contractuelles types, parce que Facebook affirmait maintenant se baser sur ces clauses-là pour faire ce transfert international Europe-États-Unis. Ça nous amène à la décision dont je vous parle aujourd'hui, qui est la décision Schrems 2, et au cours de laquelle la Cour de justice a été amenée à se prononcer pour l'invalidité du Privacy Shield, donc le successeur du Safe Harbor, et par contre, elle a estimé que les clauses contractuelles types, elles, restent valides. Alors, quel était le problème ici dans le fond du problème? C'est qu'on a, par hypothèse, on veut transférer des données à caractère personnel de l'Europe vers un pays tiers qui ne dispose pas d'une protection, d'une décision d'adéquation. Pourquoi? Parce que la Commission a estimé que l'État tiers ne proposait pas de protection adéquate ou substantiellement similaire à celle dont les personnes concernées bénéficient quand elles sont sous le régime du GDPR. En l'occurrence, pour ce qui concerne les États-Unis, la Cour a été amenée à se prononcer dans cette affaire Schrems 2 sur le fait qu'il n'y avait pas de limite suffisante au pouvoir des services de renseignement lorsqu'ils avaient des pouvoirs pour prendre connaissance de communications électroniques. La Cour a estimé que toutes leurs compétences étaient non proportionnées et violaient donc la charte des droits fondamentaux, articles 7 et 8. La Cour a également estimé qu'il y avait un souci par rapport à l'effectivité des possibilités d'appel des citoyens européens face à ces services de surveillance. Alors donc, on est dans cette situation où on veut transférer des données vers un pays tiers qui ne dispose pas d'une décision d'adéquation parce qu'il ne protège pas de manière adéquate les données personnelles des personnes concernées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur les clauses contractuelles types qui sont, comme leur nom l'indique, un contrat que l'importateur de données va passer avec l'exportateur de données pour tenter de compenser les manquements de la législation du pays tiers. Et c'est là que l'APD irlandaise s'est interrogée en disant, ben voilà, est-ce qu'un contrat qui par définition ne lie pas l'État tiers lui-même, mais seulement les parties au contrat elles-mêmes, à quel point est-ce que ces clauses sont vraiment de nature à compenser le manquement
dans la protection des droits des personnes concernées, et dès lors, est-ce qu'elles sont vraiment valides? Et alors, en complément, la Cour s'est également prononcée sur la validité du Privacy Shield pour vraiment pouvoir répondre de manière adéquate à la question de l'APD irlandaise. Alors ici, qu'est-ce que la décision de la Cour a été? Elle a dit que les clauses contractuelles, leur validité n'est pas remise en cause par le fait qu'elles ne lient pas l'État tiers. Ça, tout seul, ça ne suffit pas à les invalider, donc elles restent valides. Par contre, qu'est-ce que la Cour a dit? C'est que, en effet, il y a dans certains cas, les clauses contractuelles elles-mêmes, toutes seules, ne vont pas être de nature à compenser complètement les manquements qu'on pourrait retrouver dans l'état d'un pays tiers. Et dès lors, c'est l'exportateur des données, donc le responsable du traitement ou du sous-traitant européen, qui va devoir s'informer quant à savoir si ces clauses contractuelles vont vraiment protéger les droits des personnes concernées de manière adéquate ou non. Et si il en arrive à la conclusion que ce n'est pas le cas, des mesures additionnelles vont devoir être prises pour compléter ces clauses contractuelles type et vraiment donner aux citoyens européens la protection des données qui serait similaire à celle dont ils bénéficient sous le GDPR. Donc la Cour a vraiment mis en lumière cette responsabilité des exportateurs de quasiment connaître le droit des États tiers pour savoir si l'importateur des données, leur co-contractant, va être en mesure de respecter les clauses contractuelles qu'il signe. Et alors, deuxième volet, donc la Cour s'est également prononcée sur la validité du Privacy Shield, et là, comme je l'ai déjà dit, elle a considéré que cet outil est invalide. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai exposées plus tôt, c'est-à-dire que les services de renseignement ont des pouvoirs disproportionnés au regard des garanties qui sont prévues en Europe et qu'il y a un appel qui n'est pas assez effectif. Il y a aussi d'autres éléments comme le fait que le médiateur mis en place pour le Privacy Shield manquait d'indépendance, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans trop dans les détails. Alors, quelles sont les conséquences de cette décision pour les entreprises européennes? Alors, elles sont doubles. Pour les clauses contractuelles type, alors elles sont toujours valides. Ça, c'est vraiment, on peut toujours les utiliser pour tous les pays du monde. Il n'y a pas de limitation à ce sujet. Mais il y a vraiment cette obligation de responsabilité de l'exportateur qui va devoir, avant d'effectuer son transfert de données vers un pays tiers, s'informer, discuter avec l'importateur, vérifier si l'importateur va réellement pouvoir respecter ses clauses contractuelles et va peut-être s'engager à les garder secrètes, mais que si la loi de son pays lui impose de les divulguer, il ne pourra pas respecter ses obligations contractuelles. Si l'exportateur et l'importateur se rendent compte qu'il y a un souci et que les clauses contractuelles ne suffisent pas à véritablement protéger les données personnelles qui vont être transférées, il va falloir trouver ou tenter de trouver des mesures additionnelles qui vont pouvoir être prises pour compenser ce manquement. Et si vraiment rien n'est possible, alors malheureusement, il va falloir trouver une autre alternative, que ce soit une autre base légale pour effectuer le transfert ou simplement aller transférer ces données dans un autre pays qui, lui, respecterait du coup les droits fondamentaux européens. Alors, ce que la Cour a également expliqué et mis en lumière, c'est l'obligation des autorités de protection des données européennes cette fois, si elles se rendent compte qu'un transfert est fait sur base de ces clauses contractuelles type, mais qui ne respectent pas, qui ne protègent pas de manière adéquate les droits des personnes concernées, alors elle a l'obligation de suspendre ou d'ordonner d'arrêter le transfert. Donc ça, c'est quand même toujours quelque chose que les autorités de protection des données peuvent être amenées à faire au cours d'une enquête ou suite à une plainte. Alors, deuxième volet en ce qui concerne le Privacy Shield. Alors, comme je l'ai expliqué, il est invalide, donc on ne peut plus se baser dessus pour faire des transferts internationaux. Par contre, et du coup, ça implique que les États-Unis ne bénéficient plus
d'un régime préférentiel pour avoir des transferts internationaux Europe vers États-Unis et sont mis en fait, sur la même échelle que d'autres pays qui ne bénéficieraient pas d'une décision d'adéquation. Alors, quelles ont été les réactions des autorités face à cette décision qui est quand même un grand chamboulement dans le droit de la protection des données? Alors, évidemment, les autorités américaines ont été assez déçues de cette décision de la Cour de justice, mais ont affirmé discuter avec la Commission, qui l'a confirmé, pour essayer de tenter de trouver une solution pour quand même pouvoir facilement effectuer des transferts de données à caractère personnel de l'Europe vers les États-Unis. Le DPB est également en train de discuter avec les autorités nationales pour essayer d'avoir une réponse cohérente et un petit peu unifiée face à cette nouvelle décision. Et par exemple, ils vont discuter de ces fameuses mesures additionnelles qui doivent être prises dans certains cas pour complémenter les clauses contractuelles type, puisque la Cour de justice a expliqué qu'elles étaient parfois nécessaires, mais n'a pas donné d'exemple de ce type de mesures. Donc voilà, là, le DPB est en train d'essayer un petit peu d'éclaircir les choses pour la suite des événements. On espère aussi que le DPB va annoncer une sorte de période de transition, comme elle l'avait fait après le premier arrêt Schrems en 2015, pour voilà, selon période pendant laquelle les transferts qui n'auraient pas encore eu le temps de trouver un plan B, une autre base légale pour effectuer leur transfert pourraient être couverts, ou en tout cas ne seraient pas activement poursuivis. Mais voilà, ça reste un espoir, on n'a pas encore le résultat de cette discussion. Et alors, il faut aussi mentionner que certaines autorités ont pris des positions très strictes déjà en affirmant que si il y avait des transferts qui étaient faits sur base de ces mécanismes de transfert vers les États-Unis, il valait mieux, dans l'attente d'avoir une autre solution, juste arrêter ou suspendre ce transfert-là pour être sûr de bien protéger les droits des personnes concernées. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, en 3 boulettes de cette décision? C'est tout d'abord de ne plus utiliser le Privacy Shield. Si dans votre entreprise, on envoie encore des données vers les États-Unis sur base de ce mécanisme de transfert, il faut absolument trouver une autre base légale pour le transfert au plus vite, puisque là, il n'y a vraiment pas de période de transition qui est prévue. Il est invalide depuis le 16 juin 2020. Ensuite, il faut essayer de relativiser quand même un petit peu la décision qu'a prise la Cour de justice, puisque le scope de son analyse est quand même assez limité. Alors, en effet, elle impose un devoir de responsabilisation qui est assez large et qui est valable pour tout exportateur qui utiliserait les clauses contractuelles type vers tous les pays du monde, enfin vers tous les pays tiers, mais elle n'a vraiment analysé que le droit des États-Unis en ce qui concerne les fournisseurs de services de communication électronique, et c'est vraiment pour ces services-là qu'elle a décrété que là, en effet, ils étaient soumis à des obligations qui allaient à l'encontre de la Charte des droits fondamentaux et que, dès lors, c'était compliqué de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées si on envoyait des données pour ce type de service aux États-Unis. Ça n'empêche que si on veut faire des transferts de données pour d'autres types de services, même aux États-Unis, les clauses contractuelles peuvent rester une option après, évidemment, avoir vérifié que l'importateur pouvait les respecter. Et alors, enfin, il faut vraiment faire attention à ce principe de responsabilisation et lorsque vous contractez avec un fournisseur de services étranger d'un pays tiers, il va falloir vraiment avoir des relations contractuelles plus approfondies que ce qu'on pouvait avoir avant et essayer d'avoir des garanties que votre co-contractant pourra respecter les clauses contractuelles. Et si c'est pas le cas, essayer de prévoir des mesures additionnelles pour que ça soit tout à fait sûr et waterproof d'un point de vue GDPR. En nu voor het laatste deel van deze seminarie ga ik in het Nederlands praten en u de richtsnoeren van de EDPB een beetje toelichten, die over de geconnecteerde voertuigen gaat en de
applicaties over mobiliteit. De context van die richtsnoeren, dat zijn de eerste die gepubliceerd werden dit jaar, dus op 28 januari. En ze tellen toch een 30-tal pagina's. Waarom heeft de EDPB beslist om zo'n specifiek topic te gaan uitleggen in richtsnoeren? Ja, dat is omdat, als we daar echt aan denken, zulke geconnecteerde voertuigen en mobiliteitsgerelateerde applicaties, dat kunnen echt massieve datahubs worden en kunnen heel privacy-invasief zijn. Je kunt denken aan al de sensoren die in een auto kunnen zitten, aan de lokalisatietracking dat kan gebeuren, het verwerken van biometrische data, bijvoorbeeld voor een telefoon te openen. Je hebt nu verzekeringen, Pay as you drive, met een toestel in je auto die al je rijgedrag gaan analyseren enzovoort. Dat is heel veel gegevens. En al die gegevens kunnen ook door heel veel actoren toegankelijk zijn. Je hebt de fabrikant, je hebt de software developer, je hebt misschien de verzekeraar enzovoort enzovoort. Zulke richtsnoeren lezen en analyseren is ook heel interessant, omdat dat u leert hoe dat de EDPB echt al de AVG-principes en beginselen gaat interpreteren. En met die interpretatie gaat je dat ook kunnen omzetten naar andere type verwerkingen die niet echt voor geconnecteerde voertuigen zijn, maar waar dezelfde redenering wel van toepassing is. Het eerste groot punt dat ik wil aankaarten in die richtsnoeren is echt de link dat de EDPB maakt tussen de GDPR en de e-privacy-richtlijn. Zodat je het weet, gaat de GDPR echt over de verwerking van persoonsgegevens. De e-privacy is van toepassing voor als er een bewaring wordt gedaan van informatie, niet noodzakelijk persoonsgegevens, maar alle type informatie op een eindtoestel, of als er gewoon toegang wordt gekregen tot die informatie op dit eindtoestel. Een eindtoestel, wat is dat? Dat is in deze context bijvoorbeeld een geconnecteerde auto of een telefoon. De e-privacy heeft een grote regel die heel belangrijk is. Die zegt dat als we dan toegang krijgen tot die gegevens, of als we op een eindtoestel data gaan bewaren, dan moeten we dat altijd doen met de toestemming van de persoon. En hier heeft de e-privacy eigenlijk ook een voorrang op de GDPR. Waarom? Omdat de GDPR verschillende rechtsgronden bepaalt, maar vanaf dat de e-privacy ook van toepassing is het alleen maar toestemming die mogelijk is en kunnen we ons niet meer beroepen op bijvoorbeeld uitvoering van een overeenkomst. De EDPB gaat zelfs verder, want dan zeggen ze, ja, als we een eerste verwerking hebben die enkel onder de GDPR valt en dus misschien een andere rechtsgrond heeft dan toestemming, maar dat er daarna een tweede verwerking komt die daar echt gelinkt mee is, maar die wel onder de e-privacy kan vallen, dan moet die tweede verwerking wel op toestemming gerust zijn. Een tweede grote aandachtspunt is echt het principe van dataminimisatie en proberen om zoveel mogelijk eigenlijk buiten de scope van de AVG te blijven. De EDPB zegt, ja, voor zo'n type verwerking in het kader van geconnecteerde voertuigen of mobiliteitsgerelateerde applicaties, kun je heel snel een risico hebben om echt te veel gegevens te gaan verzamelen. Daarom is het echt de bedoeling om zoveel mogelijk lokaal je gegevens te gaan verwerken en eigenlijk onder de huishoudexceptie te vallen. Dus bijvoorbeeld als ik een applicatie heb die mij gaat helpen beoordelen of ik op een ecologische manier rijd, heb ik ook een toestel in mijn voertuig die informatie gaat sturen naar mijn telefoon. Maar als er niemand anders toegang heeft tot die informatie dan ik, en dan die verwerking blijft lokaal en gaat niet bijvoorbeeld naar de software developer die daar ook toegang zou kunnen krijgen, dan val ik onder die uitzondering en is de GDPR eigenlijk niet van toepassing. Als dat echt niet mogelijk is, zegt de EDPB, ja, je kunt dan ook denken aan een hybride verwerking doen. Dat is bijvoorbeeld als je een verzekering hebt, Pay as you drive,
ja, dan heb je je toestel in je auto die al je rijgedrag gaat analyseren en van alle informatie gaat verwerken. En dan zegt de EDPB, ja, je zou eigenlijk kunnen denken dat het is misschien mogelijk om niet alle informatie direct naar de verzekeraar te sturen, maar gewoon te hebben dat het toestel zelf gaat aan berekenen of dat je een rijgedrag type top hebt of een beetje minder. En je score enkel gaat dan naar de verzekeraar verstuurd worden. En dus heb je niet enkele lokale verwerking, want die gaat toch naar een derde partij worden verstuurd als gegevens, maar de verzekeraar gaat maar heel weinig persoonsgegevens hebben en niet alle gegevens van waar dat u bent en hoeveel dat u rent. Bijkomend is het altijd nuttig om de bijkomende klassieke maatregelen te nemen en altijd te denken hoe dat ik mijn data kan minimiseren. Bijvoorbeeld, het is niet nodig om altijd de lokalisatie aan te zetten, maar gewoon als we de GPS gebruiken of als ik het weerbericht wil hebben of op mijn telefoon, heb ik misschien niet mijn specifiek adres nodig, maar is het genoeg om te weten dat ik in Brussel ben. Het is niet nodig om te weten dat ik in Tour en Taxi ben. En dan het laatste groot punt van die richtsnoeren is echt de toestemming. Zoals ik het uitgelegd heb, is het vaak nuttig of zelfs nodig om de toestemming te verkrijgen vanaf dat de e-privacy-richtlijn van toepassing is. En de EDPB zet echt de nadruk op het feit dat alle personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt, moeten de toestemming geven. Dat wil zeggen dat dat niet enkel de persoon is die de auto koopt, die toestemming gaat geven als hij die een auto koopt, maar elke persoon die een keer gaat rijden, of een passagier zelf, als zijn persoonsgegevens ook worden verwerkt, die gaan allemaal een aparte en specifieke toestemming moeten geven. Dat is ook waar als we een telefoon verkopen. Ja, alle data moeten eruit en de nieuwe eigenaar moet dan ook toestemming geven elke keer. Die beoordeling over hoe dat we elke keer die specifieke toestemming moeten kunnen verkrijgen, is geen one-fix-all oplossing, maar moet echt geval per geval worden gedefinieerd en nagedacht worden hoe dat we echt die specifieke toestemming gaan verkrijgen. Een voorbeeld van oplossing is dan echt profielen te maken. Voor bijvoorbeeld een auto die maar 2 rijders heeft, kun je een profielsysteem bedenken waar dat elke keer de keuze en de toestemming bewaard wordt voor 1 persoon. Maar daar... Of toch voor een deel. En aarzel niet u in te schrijven voor onze next seminar die 17 september zal gebeuren en gaat over Artificial Intelligence in the Workplace. Dank u wel.